Allez, c'est parti pour une révision sur un gros morceau du bac de philo. La notion d'art. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, un vrai dialogue entre des penseurs géants. On va décortiquer ça ensemble, tranquillement, pour que tout soit bien clair dans la tête pour le jour J. C'est vraiment l'idéal pour mettre ses idées en ordre. On s'y met ? Bon, voilà le plan de match. On va commencer par la base. La toute première question. Est-ce que l'art ne fait qu'imiter la réalité ? Ensuite, on verra comment on est passé de l'imitation à l'idée d'une véritable création de l'esprit. Après ça, on se penchera sur le plaisir qu'on ressent, le fameux plaisir esthétique. Puis, comment on juge une œuvre d'art, et pour finir, on abordera le lien, parfois tendu, entre l'art et la morale. Alors, première grande question, le rapport entre l'art et le réel. C'est vraiment le débat qui lance toute la philosophie de l'art. Et pour ça, il faut remonter loin, très loin, direction la Grèce antique avec deux poids lourds de la philo. La question qui se pose, c'est celle-ci. Est-ce que le boulot de l'artiste, c'est juste de faire une belle copie de la nature ? Rien de plus ? Eh bien, le premier à donner une réponse, et une réponse plutôt, disons, tranchée, c'est Platon. Et attention, il ne mâche pas ses mots. Pour Platon, il faut comprendre une chose. Le monde qu'on voit, celui qu'on touche, ce n'est pas la vraie réalité. C'est juste une copie d'un monde parfait, le monde des idées. Prenez un lit par exemple. Il y a l'idée du lit, parfaite. Puis, il y a le lit fabriqué par l'artisan, qui est déjà une copie de cette idée. Et l'artiste, lui, que fait-il ? Il peint le lit de l'artisan. C'est donc une copie de copie. On est à 2 crans de la vérité. Pour Platon, l'art, c'est une illusion qui nous en éloigne. Le mot-clé ici, c'est mimesis. On le traduit par imitation. Mais attention, chez Platon, ce n'est pas un compliment. Il ne s'agit pas d'une copie fidèle, non. C'est une imitation de l'apparence, juste la surface des choses. C'est une illusion. Du coup, l'artiste, c'est un peu un faussaire, un illusionniste. Et pour Platon, ces illusions peuvent même être dangereuses pour la cité. Heureusement, arrive son élève, Aristote. Et là, c'est le clash. Aristote, lui, va prendre la défense de l'art. Il dit « Attendez une minute, imiter, c'est tout à fait naturel chez l'être humain. On fait ça depuis qu'on est tout petit. C'est comme ça qu'on apprend. » Pour lui, l'imitation n'est pas du tout une illusion qui nous trompe. Au contraire, c'est une source de connaissance et même de plaisir. Et voilà, le grand débat de l'histoire de l'art est lancé. Bon, on quitte le débat de l'imitation. On fait un bond dans le temps et on change carrément de point de vue. Et si l'art, ce n'était pas du tout de copier le monde, mais plutôt de créer un monde ? Avec des philosophes comme Hegel ou Bergson, on entre dans une autre dimension. L'art ne serait plus un miroir qui reflète la réalité, mais plutôt une sorte de projecteur qui l'éclaire d'une façon nouvelle. Écoutons ce que dit Hegel. Dans l'œuvre d'art, la conscience prend plaisir à sa propre extériorisation. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est puissante. En gros, ce qui intéresse l'art, ce n'est plus la nature dehors, mais ce qu'il y a à l'intérieur de nous, l'esprit humain. L'artiste ne copie plus des arbres ou des visages. Il met ses pensées, sa spiritualité, sa propre conscience dans la matière. Et quand on contemple l'œuvre, c'est notre propre esprit qu'on voit en miroir. C'est une forme de connaissance de soi. Et puis il y a Bergson, qui apporte une idée super intéressante, l'intuition. Pour lui, l'artiste, c'est quelqu'un qui a une sorte de super pouvoir. Il voit le monde différemment. Nous, dans la vie de tous les jours, on est un peu endormis par nos habitudes, on ne regarde plus vraiment les choses. L'artiste, lui, déchire ce voile de l'habitude. Il nous montre la réalité dans sa fraîcheur, sa richesse, comme si on la découvrait pour la toute première fois. L'art, c'est un véritable réveil des sens et de la conscience. Ok, on a pas mal parlé de l'artiste et de la création. Mais maintenant, mettons-nous à la place du spectateur. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre tête et dans notre corps quand on se dit « Waouh, c'est beau ». Pour ça, il faut absolument faire appel à un géant de la philo, Emmanuel Kant. Alors Kant, il nous explique quelque chose de très subtil. Le plaisir qu'on a devant une œuvre d'art, le plaisir esthétique comme il l'appelle, ce n'est pas du tout la même chose que le plaisir de manger un gâteau au chocolat. Manger un gâteau, c'est un plaisir d'essence, c'est agréable. Mais le beau, c'est autre chose. C'est quand notre imagination et notre intelligence se mettent à jouer ensemble en parfaite harmonie face à l'œuvre. Et ça, c'est un point super important. Ce plaisir esthétique, il n'est pas juste basique. Il est différent de ce qui est simplement agréable à nos sens. Pour vraiment apprécier une œuvre, il faut éduquer son goût. Ça s'apprend, ça se cultive. C'est une vraie compétence. Un goût esthétique qui se développe avec le temps et l'expérience. Du coup, ça nous amène à une question épineuse. Si ce plaisir est si spécial, est-ce que notre jugement, quand on dit « c'est beau », est juste une affaire personnelle ? Ou est-ce que ça peut être plus que ça ? C'est la fameuse phrase « des goûts et des couleurs, on ne discute pas ». Eh bien, est-ce que c'est si simple ? Et là, Kant nous sort une thèse assez folle. Il dit que quand on affirme qu'une chose est belle, on ne dit pas juste « moi j'aime bien ». Non, on dit quelque chose de beaucoup plus fort. On sous-entend que tout le monde devrait trouver ça beau aussi. On ne dit pas « c'est beau pour moi »,
On dit « c'est beau », tout court. C'est comme si on exigeait l'accord des autres. Il appelle ça une prétention à l'universalité. Donc, pour résumer ce point qui est central, le jugement de goût, c'est un drôle de truc. D'un côté, il est subjectif, il vient d'un sentiment personnel de plaisir, mais de l'autre, il prétend être universel, valable pour tout le monde. Ce n'est pas de la science, on ne peut pas le prouver, mais il n'est pas non plus purement arbitraire. Il repose sur l'idée d'un goût partagé et éduqué. Allez, dernière ligne droite avec un sujet qui tombe très très souvent au bac, la fameuse relation entre l'art et la morale. Est-ce que l'art doit être gentil? Est-ce qu'il doit défendre de belles valeurs? Alors là, la réponse des philosophes est subtile. D'abord, il faut être clair. L'art n'est pas au service de la morale. L'artiste n'est pas là pour nous donner des leçons, pour nous dire ce qui est bien ou mal. Son but, c'est la beauté, l'expression, pas la morale. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, une grande œuvre d'art, même si elle n'a pas de message moral direct, peut avoir un effet moral sur nous. En nous montrant la beauté, la complexité de la vie, elle peut nous détacher de nos petits intérêts égoïstes et, d'une certaine manière, nous élever, nous rendre plus humains. C'est tout le paradoxe. Et voilà, pour avoir une vue d'ensemble, on peut jeter un œil à ce schéma qui récapitule tout ce qu'on vient de dire. On voit bien les grands axes. On est parti de la relation de l'art à la vérité, avec le débat imitation contre création. Ensuite, on a vu son impact sur nous, sur notre existence, avec les notions de plaisir et de jugement. Et pour finir, on a touché à son rapport complexe et autonome avec la morale. Tout est là. Alors, pour conclure, on pourrait se poser cette question qui résume finalement tout le problème. L'artiste, est-ce que c'est quelqu'un qui nous révèle le monde tel qu'il est vraiment, ou est-ce que c'est quelqu'un qui en invente un de toutes pièces? Est-ce qu'il dévoile ou est-ce qu'il crée? C'est une super question pour une dissertation, non? La vérité est sûrement quelque part entre les deux. Voilà, j'espère que ça aide à y voir plus clair. Bon courage pour les révisions.